Frédéric Ancel de nous avoir tous invités, de m'avoir invité moi en particulier aux rencontres géopolitiques de Trouville. Je vous rappelle, bravo à la ville de Trouville, vous avez le premier festival géopolitique de France, c'est quand même une belle réussite en 8 ans. Bravo. Bravo. Alors merci beaucoup Maxence Brichoux d'avoir rappelé évidemment ce qui est le sujet, le cœur même de ces rencontres, c'est-à-dire l'incroyable importance de la mer, du contrôle de la mer, puisque, et là je cite Maxence Brichoux, le contrôle des mers est au cœur de toute politique de puissance sérieuse qui vise à la domination économique, militaire et donc politique, et c'est l'exercice même de l'aristocratie de la puissance, puisque effectivement, pour avoir une puissance maritime, il faut être capable de déployer les moyens humains, technologiques et matériels, et d'organisation d'une marine de guerre et d'une marine et des moyens de communication absolument colossaux. Alors la France est le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. Je paraphrase évidemment les Anglais et en particulier l'amiral Finas aussi qui rappelait cette phrase, puisque nous avons le plus grand domaine maritime mondial et depuis Starplac, nous avons même la plus grande possession sous-maritime mondiale, c'est colossal. Ce qui dépend de la France. Et là, à nouveau, je vous renvoie aux travaux de l'amiral Finas là-dessus. Donc, je ne vais pas revenir sur l'importance de la domination du contrôle maritime, mais en revanche, tout le monde en est parfaitement conscient. En savant quelques chiffres, la marine chinoise est désormais celle qui compte le plus grand nombre de vaisseaux de guerre. Elle en a 350. Les USA n'en ont plus que 293. Alors les USA restent tout de même la première marine mondiale, tout simplement parce qu'ils ont énormément de bases militaires et qu'ils ont 11 porte-avions nucléaires, là où donc une capacité de projection dont ne bénéficie pas aujourd'hui la marine chinoise, qui n'a pour le moment que 2 porte-avions nucléaires. La France, elle, a 1 porte-avions nucléaire et 120 bateaux, ce qui fait d'elle la 7e marine militaire au monde, alors qu'à nouveau, c'est le pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, sachant que Napoléon disait qu'un pays fait la politique de sa géographie. La France serait donc bien inspirée d'avoir une politique de puissance maritime conséquente rapidement. Et on a une très très belle stratégie navale. Elle a été rappelée par les capitaines de frégate Thibault Laverne et François-Olivier Cormand dans leur formidable ouvrage Vaincre en mer au XXIe siècle. Et cette stratégie navale peut se résumer par l'amiral Julian Corbett, qui est un amiral anglais, à tout seigneur, tout honneur, parce que même les Anglais ont dominé la mer pendant suffisamment longtemps. La maîtrise de la mer ne signifie rien d'autre que le contrôle des communications maritimes pour des objectifs militaires ou commerciaux. Ça, c'est très anglais. L'objet de la stratégie navale est le contrôle des communications et non pas, comme sur Terre, le conquête d'un territoire. La différence est fondamentale. C'est également ce que rappelait Maxence Brichoux. Alors, dans ce contexte, un petit concept un petit peu innovant, un petit peu original, le concept de cavalerie maritime. Alors, ce concept de cavalerie maritime m'a été inspiré par un homme dont le nom est déterminé pour la cavalerie maritime, puisqu'il s'agit de Frédéric Ancel. Donc, pour un concept de cavalerie, Ancel, ça me paraissait s'imposer. Donc à tout seigneur, tout honneur, ce concept de cavalerie s'appellera à partir de maintenant le concept de cavalerie Ancel. Alors, la guerre, c'est une approche tactique qui met l'accent sur la mobilité et la flexibilité. Ça n'a jamais été conceptualisé, donc on travaille son filet, là, on va tenter un truc pour le concept Ancel. Ça puise évidemment son inspiration dans l'équivalent terrestre de la cavalerie, qui historiquement s'est appuyé sur la vitesse, l'effet de choc et la flexibilité. Alors, prenons un petit peu le contexte historique rapide de ce qu'est l'évolution de la guerre maritime. Il y a 5 âges à la guerre maritime, comme les définissent Cormand et Laverne. Alors, le premier âge, c'est l'âge de la voile, du XVIe au XIXe siècle, avec des vaisseaux, des canons, des signaux optiques. Le deuxième âge, c'est l'âge du canon et l'âge de la torpille, de la fin du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle, avec des canons, des torpilles, des cuirassiers, des cuirasses, de la télégraphie sans fil, de l'éclairage aérien. Le troisième âge, c'est l'âge de l'avion, l'âge de transition entre les deux guerres jusqu'à la fin des années 60, avec des avions, des bombes, des radars, des conduites de tir, des sous-marins, des sonars, la cryptologie. Le quatrième âge, c'est l'âge du missile, c'est l'âge dans lequel on vit aujourd'hui. C'est la fin des années 60 à aujourd'hui, avec des missiles, des sous-marins nucléaires, des avions, des systèmes de combat qui fédèrent des armes, des senseurs, des communications par des liaisons tactiques. Et le cinquième âge qui est à venir, qui est en train de se développer, c'est l'âge de la robotique, c'est-à-dire tout l'âge du missile tel qu'on vient de le définir, plus les drones, plus l'intelligence artificielle, plus les effecteurs déportés, c'est-à-dire en fait des drones hyper intelligents et autonomes, et des réseaux reliant tous les acteurs de combat. Alors, à l'origine, le concept de cavalerie maritime, lui, remonte à l'ère de la voile, puisque quand les navires de guerre étaient à voile, les frégates et les sloops ont démontré l'importance de la vitesse et de la manœuvrabilité dans les engagements navals. Donc là, jusqu'au XIXe siècle, vraiment, la marine à voile et le concept de ce qui aurait pu être le concept Ancel de cavalerie maritime, c'était déjà de façon très pragmatique déployé. Alors Joachim Murat, que je
pour lequel j'ai une affection particulière, vous imaginez bien. L'époux de Caroline Bonaparte, le beau-frère de l'empereur, était maréchal de Napoléon Ier, mais il était aussi grand amiral de France. Et il a été nommé grand amiral de France en 1805. Et il va prendre cette fonction très au sérieux. Murat, lui, a réorganisé la totalité de la cavalerie de l'Empire et de la Révolution à l'époque. Et il va s'inspirer de cette réorganisation pour organiser une forme de cavalerie navale. Il avait anticipé le concept Ancel de cavalerie maritime, mais il n'aura jamais la possibilité de l'appliquer, puisque Napoléon va lui rappeler que ce titre de grand amiral est strictement honorifique, et que c'est l'amiral Decrès, Denis Decrès, qui sera ministre de la Marine et qui va s'occuper de la marine de l'empereur avec talent. Bon, malgré Trafalgar, mais là, vous imaginez bien que Decrès n'y pour rien. Néanmoins, Murat avait l'intention d'appliquer les méthodes de cavalerie à la guerre maritime, et notamment contre les Anglais, en s'inspirant des méthodes de Surcouf. Et alors Murat et Surcouf se sont sans doute jamais rencontrés, mais néanmoins imaginez ce qu'aurait produit l'association d'un Murat et d'un Surcouf sur la domination des mers au XIXe siècle. Je ne suis pas certain que l'Angleterre aurait résisté bien longtemps. Alors après Murat, après le XIXe, bon, le concept a gagné en importance pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'émergence des vedettes lance-torpilles motorisées, des petits navires d'attaque très rapides. Alors les grands principes de la tactique de cavalerie maritime, c'est la reconnaissance rapide, la frappe rapide et tactique, hein, évidemment, le harcèlement, l'exploitation des vulnérabilités, l'effet de choc pour percer des lignes, hein, les fameuses lignes de communication dont parlait l'amiral Corbett, les communications et les coordinations efficaces. Alors quelques exemples historiques de cavalerie maritime, bien sûr, celle à laquelle la plupart d'entre vous pensent aujourd'hui, la charge du Texel ou du Helder en 1795, c'est un cas absolument unique de l'histoire mondiale de la guerre. Vous avez la marine hollandaise qui est prise dans les glaces au Texel, les bateaux sont pris dans la glace, donc les canons pointent vers le ciel. Qu'est-ce que fait le 8e hussard du général Pichegru, donc des Français? Ils disent, tant que ça passe, on a une grosse matinée à tuer, on va aller prendre les bateaux à cheval. Et donc, ils enrobent, mais tout est vrai, hein, ils enrobent les sabots des chevaux dans des linges pour éviter de faire du bruit, et à l'aube, ils chargent les bateaux pris dans les glaces. Ils vont prendre 15 navires, 14 navires hollandais, un navire anglais, 850 canons, enfin c'est totalement délirant, et ça c'était le 21 janvier 1795. Alors la bataille de Trafalgar, pour laquelle j'ai une affection beaucoup plus mesurée évidemment, la bataille de Trafalgar, quant à elle, est un exemple caractéristique d'emploi de la tactique de cavalerie militaire, donc de la tactique Ancel. Donc c'est parce que Nelson a mis en place la tactique Ancel que Trafalgar était une victoire pour Nelson, puisqu'il va mettre des colonnes pour frapper les lignes françaises. Donc en fait, c'est tout à fait une tactique de charge. Ça va très bien marcher. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, alors pendant la Première Guerre mondiale, vous avez ce qu'on appelle les Italiens font un truc qui s'appelle le MAS, le Motobarche Armate Svan. C'est la vedette lance-torpille. Alors Gabriele D'Annunzio, le grand poète italien, va décréter que l'acronyme MAS, qui au départ est tout simplement désigne une entreprise, doit se comprendre maintenant comme Memento Audere Semper, souviens-toi d'oser toujours, qui est aujourd'hui la devise des unités navales spéciales italiennes, et notamment des genres de combat. Alors l'unité la plus célèbre des MAS, ça va être la Decima MAS. Alors là, on est dans un niveau de fou furieux qui dépasse le stade clinique, puisque ce sont les soldats du terrible prince noir, le prince Borghese de l'armée fasciste de Mussolini, qui vont chevaucher des torpilles. La Decima MAS, ça n'est pas du tout une blague. Les types sont à cheval sur les torpilles pour guider la torpille. Ils vont faire 72 000 tonnes de navires de guerre détruits, 130 000 tonnes de navires marchands détruites en 3 ans, hein, des navires alliés, hein, des navires à nous. Les Allemands aussi et les Anglais vont imiter les méthodes de la Decima MAS. Il y a eu le raid sur Saint-Nazaire pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, l'opération Chariot, où des commandos et des petits navires d'attaque rapide ont complètement détruit une base allemande. Il y a eu la fameuse plus grande bataille navale au monde, qui est la bataille de Leyte, hein, dans le golfe du Pacifique, hein, du 23 au 26 octobre 1944, où là, à nouveau, des petites embarcations rapides avec des lance-torpilles et des escorteurs ont permis de détourner et de harceler la marine japonaise, permettant un succès de l'assaut amphibie sur l'île de Leyte. Et c'est la première fois d'ailleurs que les Japonais ont utilisé une autre forme de concept de cavalerie à la Ancel, le concept du kamikaze. La guerre des Malouines aussi a utilisé des méthodes qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on pourrait considérer comme de la cavalerie maritime, puisque en utilisant les porte-avions comme des bases mobiles, ils ont utilisé beaucoup de frégates et de navires d'assaut amphibies, et ils ont évidemment gagné cette marine grâce à ça. Et enfin, un des derniers exemples qu'on ait aujourd'hui, c'est bien sûr dans le cadre de la guerre d'Ukraine, le 4 août dernier, donc c'était il y a 2 mois et demi, une attaque de drones marins avec un Toloka TLK 150 contre une base navale russe
en mer Noire. Donc, l'agilité des frappes rapides et la coordination efficace démontrent toute la pertinence du concept en selle de cavalerie maritime. À cela s'ajoutent bien sûr les évolutions technologiques dont vont certainement nous parler Monsieur de Tarlet, les systèmes sans pilote, les capacités de détection, tout ça ajoute des capacités de frappe de cavalerie, la nécessité de lutter contre les acteurs non étatiques, la piraterie, le fait qu'on s'oriente de plus en plus aussi vers des grandes guerres de type conventionnel en haute mer, notamment, hein, rappelez-vous, le fait que c'est à l'échelle de 120 à 150% que la marine chinoise et russe augmente par an, 120 à 150% par an. L'amiral Finaz me le rappelait, je crois que tous les 4 ans, la Chine produit l'équivalent de la totalité de la marine nationale française. C'est pas mal. Les marines occidentales ne sont plus du tout hégémoniques sur les mers. Plusieurs pays d'Afrique ou d'Asie possèdent déjà des sous-marins qui sont équipés de missiles de croisière. Hein. Accessoirement, le missile de croisière, c'est l'arme offensive par excellence. Donc on a un retour du combat à haute intensité anticipé, et l'armée française, et là je pense que M. Tarlet va en parler, est un virage absolument décisif, puisqu'il va falloir qu'elle se décide en termes de stratégie, soit à devenir le leader de défense pour l'Union européenne et l'OTAN, c'est-à-dire que l'ennemi, le danger, c'est la Russie, et on développe des forces aéro-terrestres, soit on se centre sur l'Indo-Pacifique et on considère que la Russie, finalement, c'est à peu près géré, que le problème, ça va être la Chine en termes de sécurité. Et donc là, on se base sur des forces aéronavales, avec la marine comme fer de lance. Donc là, il ne faut pas se tromper sur les choix à venir. Donc voilà. Donc je vous dirais, le concept de cavalerie maritime inclut toutes les évolutions technologiques avec l'utilisation d'essaims et de constellations de vaisseaux, d'avions et de drones, hein, pour des attaques éclairs grâce au système du cloud militaire. Hein, vous savez, ce qu'on utilise déjà pour les avions de chasse, on l'utilise bien sûr pour les escadrons, pour les flottes, et ça fait de la cavalerie militaire un concept qui unifie dans une logique de choc toutes les capacités air, surface et sous-marine en milieu maritime qui permettent d'assurer le prise de contrôle des lignes de communication maritime. Alors, je vais conclure maintenant très rapidement en donnant la parole à 2 non-grands spécialistes de la marine, dont John Maynard Keynes, hein, l'économiste, qui disait « En fin de compte, ce qu'il se passe, ça n'est pas l'inévitable, c'est l'imprévisible ». Et je conclurai en paraphrasant Murat, face à l'imprévisible, faites charger la cavalerie. Je crois